Dark Vador est le personnage le plus connu de l'univers Star Wars. C'est un personnage que l'on reconnaît tout de suite par son armure, sa voix robotique particulière et surtout son impatience. Sur le papier, Dark Vador n'a absolument rien d'un gentil et pourtant, c'est celui dont on se souvient le plus. C'est un personnage complexe, profond et qui fait face à des dilemmes moraux où la réponse n'est pas aussi évidente pour lui comme pour nous. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, peut-être plus qu'il y a 30 ou 40 ans, on s'attache et célèbre plus d'anti-héros que de héros dans la pop culture. Les deux films sur le Joker, Dexter, Loki, Tony Soprano ou encore Frank Underwood ont été les personnages principaux de leur fiction. Et en Formule 1, on a des héros, mais on a aussi des anti-héros. Et celui à qui on peut attribuer facilement cette définition, c'est Max Verstappen. Les anti-héros, on en a bien plus besoin qu'on ne le pense, surtout à notre époque. Et là vous allez me dire, est-ce qu'on est en train de comparer Max Verstappen avec Dark Vador? Non, pas vraiment. Mais vous allez voir. Les personnages que je viens de vous citer représentent une forme brute de vérité. Ils incarnent la liberté d'être soi-même envers et contre tout. Un anti-héros est souvent très attachant du fait de ses défauts qui permettent aux spectateurs de s'y identifier plus facilement. L'anti-héros nous renvoie à notre humanité et à notre normalité entre guillemets. D'ailleurs, on admire les héros, mais on a plus de mal à s'identifier à eux car ils sont bien meilleurs que nous en règle générale. Je me permets simplement de clarifier quelque chose, un anti-héros c'est pas du tout la même chose qu'un méchant. Le méchant c'est l'ennemi du héros traditionnel et donc par extension de l'anti-héros. Un méchant, il est fondamentalement mauvais. Un anti-héros, c'est un mélange de bonne et de mauvaise qualité. L'empereur Palpatine, c'est un méchant. Il est fondamentalement mauvais et il incarne le mal. Dark Vador qui se pose la question de laisser son fils se faire électrocuter ou justement d'envoyer le vieux en robe de chambre par-dessus la troisième corde pour le tuer, ça, c'est un anti-héros. Il fait face à des dilemmes de l'épisode 1 à l'épisode 6, qu'il soit enfant, adulte ou machine. Seul Palpatine est absolu. Les recherches suggèrent que les spectateurs ne sont pas nécessairement attirés par les personnages eux-mêmes, mais par leurs actes socialement interdits. Les personnages sombres agissent selon des impulsions que nous avons tous, mais que l'on s'interdit, ce qui nous permet d'explorer ce que cela peut exprimer. Ils nous aident à faire face à notre propre noirceur et à nos pensées les plus viles. En cela, ils offrent une certaine catharsis. Tony Soprano, à travers ses activités illicites et sa violence, agit de manière socialement interdite dans un extrême. Mais en chacun de nous, on a en grande majorité tous fait quelque chose qui va à l'encontre d'une loi, d'un règlement ou fait preuve d'une certaine violence. Alors rien de grave évidemment, genre peut-être un petit excès de vitesse quand personne regarde, histoire de taper une petite pointe de vitesse, ou alors lâcher une petite insulte au volant alors que les fenêtres sont bien fermées et que tu as bien verrouillé ta voiture par exemple. Voilà, ce genre de choses quoi. Alors heureusement pour le fonctionnement de notre société, la très grande majorité ne va pas dans un extrême à la Tony Soprano, même si parfois on arrive facilement à se retrouver en lui sur certains moments. Un anti-héros privilégie souvent l'intérêt et le gain personnel aux motivations altruistes. Contrairement aux héros traditionnels qui agissent par devoir ou obligation morale, les anti-héros prennent des décisions fondées sur le gain personnel, la vengeance ou la survie. Frank Underwood, son but, c'est le pouvoir pour ses fins personnelles. Tony Montana, c'est de faire du pognon et d'avoir du pouvoir et tout ce qui va avec évidemment. Mais l'une des caractéristiques distinctives d'un anti-héros est son incertitude morale. Contrairement aux héros traditionnels qui adhèrent à des normes morales strictes, les anti-héros brouillent souvent la distinction entre le bien et le mal. Leurs actes peuvent avoir un but noble, mais les moyens qu'ils choisissent peuvent être discutables, égoïstes, voire dangereux. En fait, en tant qu'être humain, on est tous un petit peu héros et anti-héros. On est un peu ce mélange-là, c'est ça qui est assez joli d'ailleurs. Mais ça dépend aussi du point de vue et de la vision du monde que l'on a. Parce que je vais pas vous l'apprendre, mais en Formule 1, on a des héros et des anti-héros, mais encore une fois, ça dépend qui on est, qui on supporte et qui on a de l'affinité, etc. Donc ça dépend de chacun.
Les fans de Lewis Hamilton tiennent en méchant entre guillemets, ou en tout cas en anti-héros, Max Verstappen. Et inversement d'ailleurs. Les hispaniques tapent facilement si on touche à leur pilote, que ce soit Sergio Pérez contre Charles Leclerc au Mexique, ou plus récemment les Argentins contre Jack Doohan. Bref, chacun a ses gentils, chacun a ses méchants. Un anti-héros ne cherche pas à plaire, mais à exister pleinement, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, quitte à déranger. Nous sommes dans une ère où la communication est prédominante dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes scrutés sous tous nos angles, que ce soit dans la vie réelle, au travail, à l'école ou même par nos propres amis et familles, mais en plus, on va s'exposer publiquement à des inconnus sur les réseaux sociaux par exemple. Le regard des autres est devenu beaucoup plus important qu'avant et son poids pèse énormément sur notre époque. Et donc, on veut toujours faire plus attention de peur de dire une bêtise ou de recevoir un avis négatif qui va nous toucher dans notre fort intérieur. Et cela se matérialise dans le sport en général et donc forcément en Formule 1 par des réponses plus lisses qu'un billard, des pilotes et autres figures du paddock en règle générale. En fonction de l'interlocuteur et des médias qu'ils ont en face, ces personnalités publiques se protègent grâce à ce que l'on appelle le média training. Il faut dire que parfois, les médias et les journalistes tentent des questions toutes plus alambiquées les unes que les autres pour tenter de faire sortir une punchline ou de mettre en défaut la personne interrogée. J'avais eu la chance d'assister à une conférence de presse pendant les essais hivernaux de Barcelone en 2020 avec Hydro d'ailleurs. Et je me souviens avoir été complètement bouche bée quant à la tournure de certaines questions, notamment en rapport avec le futur de Sebastian Vettel à ce moment-là, qui pouvait partir de chez Ferrari et on ne le savait pas encore. Et c'est assez incroyable de voir à quel point on ne cherche pas à savoir ou à apprendre quelque chose d'intéressant, mais qu'on cherche plutôt à déstabiliser l'intéressé pour pouvoir obtenir une réponse de quelque chose qu'il n'a pas envie de donner. Au final, vous allez me dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Les médias cherchent du drama pour vendre et les pilotes se protègent en répondant des banalités. Et donc les médias en rajoutent une couche, etc., etc. C'est le jeu de notre époque. On se retrouve donc, comme dans beaucoup de sports, avec des héros parfois plutôt lisses, qui ont une belle image, qui plaît aux sponsors, et qui ont l'air de manquer de consistance, de personnalité, bref, de relief. George Russell ou Carlos Sainz incarnent de parfaits gendres, avec lesquels une marque va se sentir en sécurité d'un point de vue image. Ils ne vont pas dire de dingueries, de gros mots, se comportent exactement de ce qu'attendrait entre guillemets la société ou la haute société. Ils sont beaux gosses avec leurs petites chemises à se balader dans Monaco, bref, ils renvoient de belles images sérieuses d'élèves modèles. Et cela vient aussi de leur éducation d'ailleurs, donc ça leur correspond plutôt bien. Mais derrière cette forme tirée à quatre épingles, on a du mal à voir leur être véritable, qui ils sont derrière, et finalement, on n'a qu'une partie de qui ils sont vraiment. Alors loin de moi l'idée de les critiquer, bien au contraire j'aime bien moi ce côté un peu gendre idéal, petite chemise, bien habillé, propre, distingué, un peu galant, bref, moi ça me va. C'est peut-être aussi parce que j'ai 33 ans et que je commence à plutôt aimer porter des chemises plutôt que des sweats à capuche, même si mais les chemises vont arriver, hein. Ça va arriver sur la chaîne, c'est sûr, c'est sûr. Dans le même genre, on a un Lando Norris, un peu plus relâché, plus blagueur, mais qui fait rarement un faux pas sur la manière de communiquer. Tout comme Oscar Piastri, qui est d'un sérieux robotique, et qui montre de temps en temps quelques traits d'esprit toujours sympathiques. Et je vous dis ça évidemment dans un contexte où c'est devenu une affaire d'État de dire un gros mot devant les caméras dans la salle de presse de la FIA. Finalement, on pousse les pilotes à se comporter d'une certaine manière. J'allais dire de la manière de ce qu'attend la société, mais avec du recul, ce qu'attend la société est de plus en plus le résultat d'opinions formées par les choix qu'un algorithme propose, ce qui déplace cette fameuse fenêtre d'Overton. Alors, on pourrait se poser la question de ce que l'on attend d'un modèle sur qui prendre exemple dans une société qui part un petit peu dans tous les sens. Et je vous invite à m'en faire part dans les commentaires évidemment. Mais tout le monde n'est pas un gendre idéal, loin de là. Et peut-être tant mieux d'ailleurs. Parce que finalement, on a toujours eu des personnalités qui sont venues un peu briser les codes bien établis d'un environnement. C'est ce que l'on surnomme, plus communément, les fameux bad boys. Kimi Raikkonen, qui ne supportait pas les médias et qui ne passait pas par quatre chemins pour dire les choses, était aussi l'un des pilotes les plus populaires.
Juan Pablo Montoya, pareil, il était sanguin en piste et en dehors, il disait tout haut ce qu'il pensait, peu importe la situation, y compris devant Michael Schumacher, qui jouissait d'une aura hors norme sur tout le monde, sauf le Colombien. Bien avant ça, on avait des Niki Lauda, des James Hunt ou même des Ayrton Senna pour ne citer que, bref, à chaque époque, on avait un ou deux gars qui étaient différents et n'hésitaient pas à bousculer l'ordre établi. Et c'est le cas de Max Verstappen depuis le début de sa carrière. Il ne fait pas semblant d'aimer le show, il préfère rester rouler sur iRacing à la maison plutôt que d'aller voir l'avant-première du film F1. S'il peut s'éviter des cérémonies, il le fait. Bref, il ne joue pas un rôle en particulier qui lui serait finalement dicté par les médias et les réseaux sociaux. Entendez par là, par le regard des autres. Il dit ce qu'il pense, tout le temps, ne prend pas spécialement de pincettes, quitte à choquer, assume de ne pas aimer certaines choses ou même certaines personnes. Et ça reste relativement rare dans un monde, dans un sport qui a tendance à plutôt formater ses stars. Max Verstappen n'est assurément pas comme tout le monde. Il est tel quel, avec ses qualités et ses défauts. Il existe pleinement, quitte à déranger. Bref, Max Verstappen, par sa simple posture, est déjà un anti-héros et apporte une saveur différente à la Formule 1, une saveur dont la Formule 1 a besoin. Bon, sur la piste, on peut s'accorder à dire que Max Verstappen est redoutable. Il porte la marque des plus grands et il est né pour gagner. Il pilote comme Michael Schumacher ou encore Ayrton Senna, soit je passe, soit on se met dehors tous les deux. Il fait preuve d'une agressivité qu'on ne voit pas autant chez les autres. Ce type de pilotage permettait de gagner avant 2022. C'était dû au dirty air qui faisait perdre la majorité de l'appui aérodynamique de la voiture qui suivait. Donc, s'approcher pour faire un dépassement relevait soit du miracle, soit de la suragressivité. Et c'était bien compris par Max Verstappen. Une fois devant, il fallait avoir un peu de rythme et savoir tenir les pneus. Le dirty air était votre meilleur allié pour défendre sans trop bouger de la trajectoire. Ce phénomène avait un peu disparu avec la nouvelle réglementation et nous a offert quelques belles batailles en 2022 par exemple. Aujourd'hui, avec l'optimisation des monoplaces, ce dirty air est semble-t-il revenu. Et l'agressivité pour passer est de nouveau sur la table. Et ce, encore plus avec les fameuses guidelines fournies par la FIA qui finalement récompensent le fait de lâcher le frein pour arriver en tête au point de corde et sortir son concurrent malgré le fait qu'il soit complètement à votre hauteur. Bref, le pilotage de Max Verstappen, qu'on pouvait critiquer fut un temps, est devenu aujourd'hui la norme. Ce style de pilotage qui gagne, moi je ne l'apprécie pas. Parce que c'est un style de pilotage qui cantonne la bataille finalement à un seul virage et pas à plusieurs virages. Sauf si on s'appelle Lando Norris et qu'on prend un petit peu plus de marge et qu'on prend du coup plusieurs virages pour essayer de construire une attaque avec de la sécurité entre guillemets. Mais bon, encore une fois, c'est le règlement, tel qu'il est aujourd'hui, c'est comme ça et pas autrement. Les manœuvres de Verstappen relèvent, pour certaines, du génie, notamment quand il pousse pour passer à l'extérieur. Mais d'autres sont borderline, voire carrément mauvaises. Dans plein de situations, parce que sa manœuvre a échoué et qu'elle s'est soldée par un contact ou un adversaire ou même lui-même qui s'est sorti en dehors de la piste, bref, par un litige qui monte chez les commissaires de course, ça enflamme les réseaux sociaux. Et ça part dans tous les sens. Et pourtant, à chaque fois, il pense être dans son bon droit et pense sincèrement avoir raison. Et ça peut en énerver plus d'un. Je comprends, hein. Bon, pour être honnête avec vous, maintenant, ça va. Je m'y suis fait, je prends la chose avec plus de philosophie, j'y suis un peu moins sensible, entre guillemets, sauf sa manœuvre sur Lando Norris au Mexique, au virage 7, là où ils sortent tous les deux, où... Bon, là ça va pas. Toute cette agressivité dans les manœuvres vient du fait qu'il est né pour gagner. Cette mentalité lui a été inculquée par son père tout au long de son éducation, du karting à la Formule 1. Max Verstappen a déjà raconté plusieurs anecdotes qu'il a vécues avec son père sur son éducation, dure, exigeante, les bons comme les mauvais moments. Sauf preuve du contraire, former un champion, ça ne se fait pas en lui expliquant que le plus important c'est pas de gagner, mais de participer. Il faut faire des sacrifices, il faut se dépasser mentalement et physiquement, et donc sortir de sa zone de confort et de la normalité entre guillemets. Une chose assez importante et vraiment intéressante sur l'éducation de Max Verstappen, c'est tout le travail qu'il a fait sur son ressenti dans un véhicule, un kart ou une monoplace par exemple, une voiture en tout cas. Son père lui a appris à dire ce qu'il ressentait pour donner le meilleur retour à ses ingénieurs, et ce, dès son plus jeune âge.
Et aujourd'hui encore, il se passe beaucoup sur le ressenti qu'il a avant d'ouvrir un ordinateur pour regarder de la télémétrie. Son ressenti aiguisé et donc sa sensibilité au volant d'un véhicule est l'une de ses plus grandes qualités. Pour l'exercer, son père changeait même des réglages sur son kart sans rien lui dire pour voir ce qu'il allait lui dire après. Il lui a appris à ne pas mentir, à dire ce qui change quand ça change, à ne rien dire s'il n'y a rien à dire. Et c'est de là que vient en partie sa finesse de son ressenti. Tout cela a participé à former un jeune homme très sûr de lui, car on lui a appris à être centré sur son ressenti et ses sensations. Et surtout, on lui a appris à ne pas avoir peur de dire ce qu'il ressent et pense vraiment, à ne pas se mentir à lui-même. En fait, j'ai l'impression qu'à travers son pilotage et cette construction du ressenti, de dire ce qui change quand ça change, etc., il a réussi à se construire une très bonne estime de lui-même, mais qui soit très proche de son propre ressenti et à l'abri du regard des autres. Et donc du coup, derrière, ça s'est répandu sur sa personnalité au global. Et je vous rappelle que tout ça là, c'est dans le but de gagner. De gagner d'abord pour lui, avant de gagner pour les autres. Comme la plupart des êtres humains, Verstappen aussi est motivé par un gain personnel plutôt que d'avoir une motivation altruiste. Il est presque prêt à tout pour gagner en Formule 1 et là où il y a de la compétition. On a en contraste le héros qui est Lewis Hamilton qui veut gagner pour lui, mais aussi pour montrer à tous les enfants qui croient en des rêves impossibles que eux aussi peuvent le faire. Il s'investit d'une mission morale plus altruiste quelque part que Max Verstappen par exemple. Là aussi, ça définit Max Verstappen d'une certaine manière comme un anti-héros. Bon, vous l'avez compris, Max Verstappen est un pilote relativement clivant. Le mot est faible. Souvent, on l'adore ou on le déteste. Dans tous les cas, c'est difficile d'être indifférent aux Néerlandais. Cela vient en partie du fait qu'on n'a pas tous la même vision de la vie et des choix que l'on fait. Certains admirent le fait d'être prêts à tout pour gagner, d'autres ont du mal car cela n'est pas fait avec une manière qui leur convient par exemple. On l'a vu, il ne cherche pas à être moralement bon entre guillemets. Il veut gagner pour lui, c'est donc la motivation personnelle entre guillemets du anti-héros. Alors je le reprécise ici au cas où, mais évidemment il n'y a absolument rien de mal à tout ça. On a le droit de vouloir gagner pour nous, pour juste notre gueule, comme on peut vouloir gagner pour notre famille, les amis, une nation, etc. Je veux dire, peu importe la motivation, on y a droit, c'est quand même la liberté quoi. Rien d'autre ne compte dans le contexte de la compétition, et sûrement pas le regard des autres. Car comme il le dit si bien lui-même, les gens parlent, mais à la fin, c'est moi qui rentre à la maison avec le trophée. Il n'a pas de filtre non plus, comme on l'a vu, on n'a pas besoin de chercher quand il est réellement lui ou quand il joue entre guillemets un personnage médiatique. Il ne se protège pas ou rarement car il n'en a pas besoin puisqu'il se fiche de ce que les gens disent ou pensent. Il est tout le temps lui, peu importe la situation, ce qui, encore une fois, le place de fait dans une position d'anti-héros dans l'environnement contrôlé qu'est la Formule 1. Et donc évidemment, ce genre de personne, on peut le dire, se fait de plus en plus rare. Et à chaque fois qu'on croise ce type de personne dans la sphère publique, ça a souvent tendance à presque nous soulager. Parce qu'on se dit « Ah, enfin quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui est vrai, qui est authentique ». Alors je me suis posé une question un peu philosophique, assez complexe d'ailleurs, donc n'hésitez pas d'y aller de votre petit commentaire évidemment. Mais la question est... faut que je vous l'écrive. Est-ce que les médias et les grandes figures que l'on a connues à travers le monde n'ont pas conditionné des jeux d'acteurs entre guillemets qui voulaient imiter ce qui a été fait avant eux, alors que les premières personnalités publiques, à l'origine, étaient simplement authentiques? Est-ce qu'on n'essaie pas de jouer un personnage qui se veut être authentique sans être authentique? Bon, mais avant d'aller plus loin, ce serait peut-être intéressant de définir ce qu'est être authentique pour une personne. Il s'agit d'être sincère avec soi-même et avec les autres sur ce que l'on est, ce que l'on croit et ce que l'on ressent. Les personnes authentiques laissent leurs actions parler d'elles-mêmes. C'est se montrer tel qu'on est, sans se soucier de l'opinion des autres. Quiconque est authentique est fidèle à soi-même et est donc plus en phase avec sa propre personne. Alors, je ne dis pas que Max Verstappen est le seul pilote authentique sur la grille, bien au contraire, je pense que la grande majorité, si ce n'est pas tous les pilotes, sont aussi relativement authentiques. Personne n'est évidemment 100% authentique, mais
c'est de mon point de vue celui qui est le plus proche entre qui il est à l'intérieur et l'image qu'il arrive à nous renvoyer dans n'importe quelle situation. Les autres mettent des filtres, consciemment ou inconsciemment, en particulier devant des caméras et selon les situations. On ne verra jamais Lewis Hamilton péter un plomb comme Max Verstappen, et pourtant, c'est un être humain qui a déjà dû avoir des colères par exemple. A l'inverse, on adore voir les coulisses de certains tournages ou des vidéos et des photos un peu volées de leur intimité parce que on est curieux. On est curieux de savoir qui ils sont vraiment derrière leur masque médiatique. Et c'est pour cela que la course de Lego à Miami nous a fait un bien fou. On les a vus au plus naturel et proches de qui ils sont vraiment. Au final, Max Verstappen nous pousse à nous interroger nous-mêmes sur c'est quoi un bon pilote ? Un bon pilote, est-ce que c'est celui qui gagne, celui qui est aimé, celui qui est sincère, celui qui nous procure une émotion, peut-être tout ça à la fois? Bref, chacun y trouvera naturellement sa réponse car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et c'est aussi accessoirement à nous d'accepter que les autres n'ont pas la même opinion que nous-mêmes, quoi. Voilà. Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Je pense que Max Verstappen dérange beaucoup de gens, moi compris. Mais jusqu'à maintenant, je ne le savais pas vraiment et je me trompais souvent de raison. Max Verstappen dérange parce qu'il est libre et que la liberté, dans un monde obsédé par l'image, fait peur. Parce que la liberté va de pair avec la responsabilité. Et être libre, ce n'est pas être en sécurité. Et Max Verstappen, il a le plein pouvoir de faire et de dire ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce qu'il est à l'aise avec lui-même et assume les conséquences de ses paroles et de ses actes. Max Verstappen ne joue aucun rôle, mais assume sa propre personne pleinement. Il est libre, il n'a pas peur de la responsabilité qu'il porte et n'a pas peur d'être en danger entre guillemets, notamment face au regard des autres. Et aujourd'hui, après des mois de remise en question, de travail sur moi-même, etc. et notamment avec l'écriture de cette vidéo, j'ai moins peur d'assumer qui je suis, qui je veux être, comment je veux l'être, et j'arrive à me libérer du regard des autres. Le Fast Five a été cette prison dans laquelle je me suis enfermé petit à petit, à être lisse, à dire les choses correctement, poliment, etc. Bref, à jouer un personnage que je ne suis pas à 100% dans la vie de tous les jours. Il y avait un peu de moi, évidemment, mais je suis tellement plus dynamique dans la vraie vie qu'en vidéo. Et à un moment, j'étais déphasé entre qui je suis vraiment et ce que je faisais. J'étais à l'opposé de ce qu'est Max Verstappen. Et c'est aussi pour cela que ça fait un énorme choc à certains quand je suis rempli d'émotions en stream, que je lâche des gros mots, parfois des insultes, que je rigole, etc. parce que vous ne m'avez jamais ou très rarement vu totalement vrai. Et pour certains, ça peut déranger, et je comprends. Pour d'autres, ça fait simplement plaisir. C'est comme ça. Et je vais vous dire, on a besoin de gens comme Max Verstappen qui osent dire non dans des environnements qui sont codifiés, parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas capables de le faire. Et là, je parle de la vraie vie, pas des réseaux sociaux où quand on se cache derrière un écran, on se sent pousser des ailes pour dire toutes les dingueries du monde sans conséquence et donc sans avoir le poids de la responsabilité. Max Verstappen est un miroir. Il révèle ce que l'on n'ose plus être, ce que l'on n'arrive plus à être vraiment sincère avec nous-mêmes, authentique. Car on porte aujourd'hui le poids du regard des autres. Non plus seulement dans la réalité, mais beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et le regard des autres peut renvoyer une image déformée de nous-mêmes. En projetant ainsi une image de nous qui est fausse, les autres peuvent nous induire en erreur sur ce que nous sommes vraiment si on les écoute trop. Nous ne sommes donc pas toujours ce que les autres disent de nous, et Jean-Paul Sartre, philosophe français contemporain, a écrit sur ce thème du regard de l'autre. Il n'est pas contemporain puisqu'il est mort, mais moderne. Alors, bien évidemment, avec Jean-Paul Sartre, il faut toujours un peu s'accrocher, mais n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est le goût de l'aventure, hein. Bon courage! Le regard d'autrui nous dépossède de notre totale liberté, en faisant de nous un objet. Il fige notre liberté parce qu'il nous juge. Le sens de notre être n'est plus seulement en soi-même, mais dans la conscience d'autrui. Alors, cette citation n'est pas de Jean-Paul Sartre, mais je trouve que ça percute quand même pas mal. Pour résumer, on se pousse à exister d'une certaine manière qui n'est pas forcément la nôtre, dans la tête des autres, en oubliant d'exister soi-même dans notre propre personne. C'est terrible. Alors bien évidemment, il faut savoir faire la balance entre notre fort intérieur et le regard des autres. Il ne faut pas effacer l'un ou l'autre. Et c'est devenu très difficile du fait qu'on s'expose publiquement sans cesse à des inconnus par rapport à avant. Et ça, on l'apprend nulle part. Les parents, s'ils n'en ont pas conscience, ne peuvent pas aider leur enfant dans une ère numérique
où tout va tellement vite que personne ne sait comment on s'y prend pour ne pas péter un plomb. Et à l'école, elle n'a pas bougé depuis plus de 100 ans. Donc donner des cours de réseaux sociaux efficaces pour apprendre et comprendre les enjeux émotionnels, psychologiques et philosophiques, bon courage. Et c'est là où Max Verstappen, par sa personnalité authentique, nous amène quelque chose de plus. Quelque chose dont la Formule 1 a besoin, dont la plupart de nous avons besoin. Non pas un modèle à suivre qui répond à un algorithme de bonne conduite et qui est poli, mais un modèle qui nous pousse à nous questionner, qui nous pousse à être nous-mêmes et à se détacher du regard des autres. Bref, Max Verstappen nous pousse à être authentiques. Si j'ai comparé Max Verstappen avec Dark Vador au début, un autre pilote était passé du côté obscur et a compris trop tard qu'il n'a jamais pris le temps de tout vivre. So, I'm on the dark side.